mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, toujours content de vous retrouver. Je ne t'apprends rien si jamais je te dis que la chose la plus importante pour l'être humain, c'est l'amour. On a tous besoin d'amour, d'aimer, mais surtout d'être aimé. Alors, comment nous y prenons-nous pour nous arranger à être aimés? Comment nous y prenons-nous pour avoir de l'estime venant des autres sur ce que nous plaçons comme valeur sur les choses, les personnes, les événements, les idéaux, les pensées, les façons de faire, les façons d'être. Si jamais tu doutes de cela, je t'invite véritablement à rester jusqu'à la fin de cette capsule. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Le but de cette chaîne, c'est de donner beaucoup de contenu, beaucoup d'éléments, de conseils qui vont aider les personnes qui vivent des relations toxiques, des situations désagréables, manipulation en tout genre, chantage affectif, dépendance affective. Toutes ces choses qui font que tu vis une certaine toxicité avec tes proches, avec ton semblable, au travail, en famille, avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, peu importe, tes parents. Et si jamais tu veux t'en sortir, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Le but est de te proposer du contenu gratuit, c'est pour cette raison que tu te retrouves sur ma chaîne, mais également quelque chose qui va te permettre d'aller un peu plus en profondeur. Moyennant, bien sûr, finance, je te propose des accompagnements, des formations en ligne, mais également des quiz, carrément un entretien avec moi pour savoir si je peux t'aider, si je peux t'apporter mon aide, moi ou ma collaboratrice. Le but étant bien sûr, c'est d'essayer de savoir eh bien, quelle est ta situation, apprendre à se connaître. Et je t'offre le premier entretien, ce premier coaching premium pour apprendre à te connaître. Voilà. Donc si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, n'hésite pas à cliquer sur un des liens en description et je me ferai un plaisir de savoir si on peut faire quelque chose pour toi. Bien sûr, le premier entretien est purement offert. Alors, quel est le lien entre l'amour, l'estime et la valeur? Pour être aimé, il faut voir dans le regard de l'autre, sur le visage de l'autre, dans les paroles de l'autre, l'attitude de l'autre, qu'il y a une certaine estime. Et si on voit de l'estime, forcément, on se dit, forcément cette personne met de la valeur sur ce sur quoi moi-même j'en mets. Mais quel est ce lien entre amour, estime et valeur? C'est ce que je vais faire pendant cette capsule. Je vais régulièrement te mettre des images, des vidéos qui vont étayer mes dires et tu vas te rendre compte plus facilement grâce à un support visuel là où je veux en venir. Par exemple, lorsque tu vois une femme se mettre tout en beauté, se maquiller, se faire belle, à ton avis, où est-ce qu'elle met de la valeur? Si ce n'est sur sa propre personne, sur son physique. Elle essaie de se rendre agréable à regarder, pour elle-même, mais surtout pour les autres, parce qu'elle ne peut pas se voir, elle ne se balade pas avec un miroir en face d'elle. C'est les autres qui vont la regarder et qui vont lui renvoyer au travers de leur regard ce qu'ils vont penser de ce que leur a pu mettre sur elle, comme mascara, eyeliner, etc., etc., rouge à lèvres, voilà. Qui va montrer à quel point c'est appréciable. Et ça va lui donner de la valeur, ça va lui donner de l'estime, et elle va se sentir appréciée, aimée. Tu l'as bien compris. Maintenant, lorsque tu vois un homme aller en salle de musculation, mettre un petit débardeur de manière à bien laisser ses pectoraux, biceps, triceps, épaules, trapèzes en évidence, à ton avis, où est-ce qu'il place sa valeur? Surtout s'il a des formes à montrer. S'il sait qu'il y a quelque chose à regarder
et à apprécier, tu penses bien qu'il ne va pas se gêner. La plupart des hommes font cela. Tout le monde ne le fait pas, mais à ton avis, où est-ce que cet homme place sa valeur? Sur son corps, sur les formes, et le fait que dans le regard de l'autre, il va constater que son corps plaît, le résultat de ses formes plaît. C'est une façon pour lui de recevoir de l'estime, du travail qu'il fournit. Il est l'objet de son travail. C'est sur son corps que va se retrouver le résultat de son travail. Et c'est une façon pour lui de recevoir de l'amour. Parce qu'on apprécie à quoi il ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque, sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de voir ça. Lorsqu'une jeune fille, même moins jeune fille, ça peut être des femmes d'un certain âge, se mettent à twerker. Elles mettent leurs fesses en évidence et ça bouge dans tous les sens. C'est devenu une mode incroyable. À ton avis, elles font ça pourquoi? Où placent-elles leur valeur? Sur leur forme, sur la qualité du mouvement fessier et le rythme donné sur la musique, on est d'accord? Mais pourquoi elles font ça? C'est pour attirer quel public, à ton avis? On est d'accord, tu l'as bien compris. Forcément, si tu les suis, si jamais tu likes, et si elles ont des milliers, voire des millions de followers, parce qu'elles montrent un bout de leur corps, plus si affinité, donc tu l'as bien compris, le but c'est de se mettre en valeur. Elles font cela parce qu'elles ont bien compris que ça attirait des personnes et qu'elles se nourrissent de l'amour que ça leur donne en retour, ce qui est apparenté à de l'amour, on est d'accord. C'est une façon de se faire apprécier, de recevoir de l'amour. Donc du coup, elles le font, parce qu'elles ont bien compris que ça attirait les regards, les likes, les followers. On est d'accord là-dessus. Mais, laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas que sur l'aspect physique que nous plaçons notre valeur. Il y a également des choses un peu plus, on va dire, mentales. Comme par exemple la manière d'éduquer un enfant, la manière de lui apporter une éducation. Tu vois? Si jamais je te montre cette vidéo... Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Emmeline est une enfant roi qui dirige toute la famille à la baguette, que ce soit ses parents ou ses sœurs. Impossible de lui imposer quoi que ce soit. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Et ceci, même la nuit. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. Une façon particulière d'éduquer son enfant, mais il existe une autre façon. Aujourd'hui mercredi, Charles fait de ménage, donc hop, tu prends l'aspirateur. Et Mathilde, c'est toi qui vas nous mettre la table. Hein, Mathilde? Allez, c'est parti. J'ai mis en place un tableau, donc comportant des cases pour chaque jour. Chaque enfant est responsable soit du ménage, soit de la table. Et ça tourne à tour de rôle. Béni au tendre Père, le repas de ce jour. Béni la cuisinière qui nous chauffa le four. Bon appétit, petit frère, restons unis pour toujours. Au nom du Père et du Fils. Et forcément, ceux qui vont regarder ces deux vidéos, ceux qui le pratiquent, ne vont pas forcément être d'accord l'un envers l'autre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces deux personnes, ces deux familles, ne placent pas leur valeur de l'éducation, leur façon de faire, de la même manière. Il y a de grandes chances qu'ils ne s'entendent pas. Si jamais on devait confronter ces deux familles, pourquoi ils s'y prennent comme ça, et vous, pourquoi vous vous y prenez comme ça, ils vont trouver un tas de raisons pour reprocher ou pour dire que leur façon de faire, c'est pas bon, etc., etc. Voilà, sans rentrer dans le débat. Mais là, à ton avis, pour choisir d'éduquer son enfant de telle ou telle façon, à ton avis, à quel endroit ces personnes ont placé leur valeur? C'était quoi l'objectif? C'était quoi le but de cette façon d'opérer? Soit on aime pas. Si tu es avec un conjoint qui agrée
cette façon de faire, si tu es avec un conjoint qui te suit dans cette façon d'éduquer ton enfant, vous allez vous entendre. Malheureusement, tu t'es bien rendu compte que souvent, dans certains foyers, eh bien, les parents ne s'entendent pas sur la manière d'éduquer l'enfant. Et c'est souvent même un objet de dispute, de discorde, où les enfants arrivés à l'adolescence, même à l'enfance, ont bien compris que papa et maman ne s'entendaient pas. Donc on va demander à l'un, eh bien c'est un non, eh bien on passe par derrière, on va demander à l'autre pour obtenir un oui. Alors qu'on avait déjà demandé à un des deux parents. Tu vois, c'est un petit jeu malin que souvent les enfants s'amusent à faire. Ou quand ils veulent mettre la discorde entre leurs deux parents, c'est une chose également qu'ils ont tendance à faire. Ils vont faire exprès demander quelque chose qui va irriter les deux parents, qui vont les mettre en désaccord ou en bataille, pour justement obtenir quelque chose. Voilà. Mais alors du coup, la question est la suivante. Quelle est la valeur qui est placée de manière à avoir l'estime de l'autre, pour donner de la valeur à notre façon de faire, pour donner de la valeur à notre vision de l'éducation et le fait de s'occuper de sa famille. Parce que forcément, va dire à un papa, va dire à une maman, ta façon de faire c'est pas bon, machin, ça va toucher son ego, ça va toucher, ça va remettre en question son rôle, tu vois. Alors surtout si jamais c'est quelqu'un qui a toujours fait comme ça, qui s'est peut-être remis en question, qui a déjà peut-être même lui-même subi ou obtenu ce type d'éducation, il va pas être très content si jamais tu lui sors ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Après, on est tous amenés bien sûr à s'améliorer, à se remettre en question pour pouvoir devenir de meilleures personnes. Et donc forcément, si jamais c'est un sujet de discussion qui en vaut la peine, si jamais la personne se rend compte que c'est pas une chose à faire parce que les résultats ne sont pas bons, elle sera invitée bien sûr à se remettre en question pour pouvoir s'améliorer. On peut aller beaucoup plus loin encore. Le système éducatif scolaire des pays d'Europe, des États-Unis, as-tu remarqué que tout était basé sur l'élitisme? The best of the best, la crème de la crème. On veut des personnes qui vont faire avancer le monde, surtout des scientifiques. On aime les personnes qui vont créer, qui vont améliorer la vie de tous les jours. Et malheureusement, lorsque nous avons affaire à ce genre d'élitisme, eh bien, les autres qui n'ont pas forcément la fibre pour pouvoir se lancer dans ce genre de profil, ce genre de domaine qui est la science, eh bien, on a l'impression qu'on est laissé pour compte comme si c'était pas le plus important. Je pense que tu as dû ressentir cette frustration si jamais tu n'as pas appartenu à cette lignée d'élèves qui ont pu faire ces études en sciences, bac de sciences, études supérieures en sciences, soit maths sup, maths spé, soit polytechnique, soit les grandes écoles, etc., etc. Tu vois, c'est un peu frustrant parce que ça pourrait laisser entendre que la valeur qui est placée dans les autres domaines de la vie, parce qu'il y a une quantité d'autres domaines, c'est comme si c'était moins bien, moins important, pas utile pour l'avancement de l'être humain dans sa vie. Or, non. Tu vois, là, ma réaction, elle est typique de là où moi-même je place ma valeur. J'ai envie de dire, tout est important, pas plus l'un que l'autre. Mais c'est simplement la manière dont le système éducatif américain, européen, traite les enfants. Et pourtant, lorsqu'on va chez nos voisins les Suédois, c'est tout à fait autre chose, où le système éducatif n'est pas basé sur l'élitisme, les meilleurs, la notation, mais plutôt sur l'amour. Et pour être bon en mathématiques en Suède, on prend le temps d'apprendre par le jeu. La compétition ici n'est pas pour les élèves. Pas de notes jusqu'à leurs 14 ans. Et pourtant, le maître connaît parfaitement le niveau de chaque enfant. Si on les note en permanence, les enfants sont sous pression. Le plaisir de la lecture s'apprend en Suède et dans plusieurs langues.
Épanouissement, décontraction, peut-être les clés du succès du modèle de l'école scandinave. Sur le fait d'être content d'apprendre quelque chose de nouveau, et chacun à son rythme. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas un système d'étiquetage, il n'y a pas de système de récompense. Ou sinon, s'il y en a un, c'est tout le monde à la même chose. Voilà, il n'y a pas d'élitisme, il n'y a pas de différence. Le système japonais est intéressant au niveau de la manière de vivre. Alors l'école reflète des différences sociétales majeures entre la France et le Japon. Par exemple, en France, pour la rentrée, on va directement dans la salle de classe, se plonger plus ou moins sans transition dans le travail quotidien, dans l'ordinaire. A l'inverse, au Japon, ce sera davantage sacralisé puisqu'il y a une cérémonie, le Nyogakushiki. Toute l'école va se réunir dans le gymnase avec un discours du proviseur, une présentation. Le projet pédagogique pour l'année à venir est présenté, le corps enseignant introduit, certains étudiants portent le kimono et on prend entre autres des résolutions pour l'année qui suit. Cette organisation scolaire, elle révèle en fait une tendance individualiste de l'école française et au-delà même de la société française, contre l'organisation plus basée sur le collectif au Japon. Quand tu vois des enfants de 5-6 ans nettoyer pendant 1 heure à la fin de l'école leur classe, les couloirs, les chaises, les tables, le mobilier, tu te dis waouh, c'est une façon de faire où le système éducatif de ce pays a placé une valeur dans la propreté, j'ai envie de dire, et dans la maintenance des lieux qui est sans pareil par rapport au monde occidental. Tu vois ce que je veux dire? Rien à voir. Autre exemple, les étoiles qu'un grand restaurateur peut avoir, un grand chef qui fait des plats gastronomiques, qui met en avant une certaine qualité gastronomique. Il n'a pas obtenu ses étoiles par hasard. Si il a fait en sorte d'obtenir des étoiles, c'est parce qu'il estimait qu'il en avait la valeur. Et s'il affiche ses étoiles devant sa devanture, sur son restaurant pignon sur rue, c'est justement pour montrer une distinction, que si jamais les gens poussent la porte de son restaurant, c'est pour s'attendre à une certaine qualité. On est d'accord? La personne n'a pas cherché à avoir des étoiles juste pour le fun. Non, il l'a fait pour avoir de la valeur. Lui-même placer de la valeur sur ces choses. L'estime qu'il va avoir en retour, c'est des gens, des clients qui vont être contents de sa cuisine, et lui, ça va lui donner beaucoup de retour, beaucoup d'amour, parce qu'il sera apprécié par rapport à un savoir-faire. Tu vois le lien qu'il y a entre amour, estime et valeur, là où on place sa valeur. Et on peut faire ce petit jeu dans plein de domaines de la vie. Par exemple, un sportif de haut niveau. Ne me dis pas qu'il s'entraîne avec acharnement pour ne pas gagner. Ceux qui font des sports de combat, qui se prennent des coups, et qui au final sont soit gagnants, soit perdants. Donc il n'y a pas d'alternative, il faut que je gagne. Quand on voit par exemple 2 pratiquants d'MMA ou des boxeurs ou de tout à fait autre chose, où il y a une opposition martiale ou sportive de combat avec un adversaire en face de soi, il faut voir comment ils se traitent. Il faut voir le discours qu'ils ont l'un pour l'autre avant le combat. T'as l'impression qu'ils vont se tuer. Quand on voit les face-off qu'il y a souvent avant, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ces sports? Et pour finalement qu'il y en ait un des deux qui finisse au tapis, avec la tronche comme ça, finalement on se dit mais t'aurais mieux fait de fermer ta bouche, parce que c'est quand même un peu la honte. Tu vois? Et souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de paroles qu'il n'y a finalement une qualité dans ce qu'on s'attend à avoir. Tu vas pas t'amuser à passer tout ce temps-là pour perdre. Non, tu veux gagner. Ton objectif, c'est de gagner. On est d'accord? Donc, c'est bien là où tu places ta valeur. C'est bien là où tu veux avoir l'estime dans le regard des autres. L'estime que tu vas avoir, c'est la médaille, la coupe. Je serai dans le livre des records, je serai dans l'histoire. Et combien de sportifs de haut niveau, même à un certain âge, ils n'ont jamais voulu que ça s'arrête. Tellement qu'ils voulaient recevoir encore de l'amour, de ce que ça peut apporter, la gloire
que ça peut apporter, la notoriété. C'est énorme. Mais tu vois, ce système de valeur, estime, amour, ne se fait pas qu'autour de la notoriété. Tu peux également l'avoir dans tout à fait autre chose. Même au travers de la religion, des pensées spirituelles, on peut avoir un point de vue complètement différent. Et on ne va pas tous réagir de la même façon. Il y en a qui, sur les premières images, vont se dire « Ah !» et d'autres « Ah !» Et ça, c'est un petit peu pour chaque image qui se sont succédées. Et d'autres, ouais, sans plus. On ne réagit pas tous de la même façon parce que tout simplement, on n'y place pas la même valeur dessus. Voilà. Alors, la question à laquelle maintenant j'aimerais répondre, c'est « Mais pourquoi il en est ainsi ?» Parce que tout simplement, certaines personnes, par connaissance de cause, vont apprécier, aimer, y mettre de la valeur, ou ne pas aimer, ne pas passer de la valeur, parce qu'ils auront mal vécu, subi, etc. Les raisons, c'est les mêmes. Ou sinon, par méconnaissance, par manque de connaissance, on aura tendance à avoir un préjugé, un avis sans fondement. On aura cette tendance à ne pas placer de la valeur forcément sur certaines choses, ou peut-être à y en mettre parce qu'il nous manque des éléments. Je t'invite à faire un petit exercice avec moi. Maintenant, je vais te placer des images qui vont se succéder et tu vas te rendre compte qu'en réalité, on ne réagit pas tous de la même façon quand il y a une image qui se présente à nous. Si jamais je te montre cette image, quelle est ta première pensée? C'est intéressant de voir que à chaque image, nous n'avons pas tous la même réaction. Parce que tout simplement, pour nous, ça ne représente pas les mêmes choses. Ça peut être des personnes, ça peut être des animaux, ça peut être des choses complètement naturelles, telles que la végétation, un paysage, un panorama. On ne réagit pas tous de la même façon. Et surtout, on n'apprécie pas ces choses de la même façon. Les goûts et les couleurs ne se jugent pas. Tu sais, lorsque nous mettons notre valeur sur les choses, les personnes, les objets, les idées, les idéaux, la façon d'être, la façon de faire par rapport à telle ou telle situation, dans telle circonstance, dans tel aspect de la vie, peu importe là où tu vas mettre ta valeur, mettre sa valeur sur certaines choses est sujet à être critiqué, positivement, négativement, à être jugé, ou à être estimé, ou à recevoir beaucoup de valeur, à être aimé par rapport à ce qu'on peut dire ou faire. On a tous cette tendance et on fait tous cette chose, mettre de la valeur aux choses. Pourquoi avons-nous tous cette tendance à mettre de la valeur, voilà, sur les choses, sur les objets, sur les événements, sur les personnes? Tout dans notre vie reçoit de notre part valeur ou non. Mais pourquoi avons-nous cette tendance? C'est un besoin pour l'être humain de donner un sens à sa vie. Il a besoin de donner un sens à sa vie, il a besoin de donner un sens aux choses qu'il fait. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et même si notre vie est fade, eh bien, nous prouvons au travers de nos actions là où nous mettons de la valeur dans notre vie. Même si on a affaire à quelqu'un qui, voilà, je te donne un cas qui existe, quelqu'un qui est sans emploi, voilà, qui est au chômage, qui a du mal à trouver, qui passe son temps devant la télé, chips, plus ou moins jogging, mal rasé, enfin voilà, un cliché que je te donne, eh ben, il va quand même faire des choses au cours de sa journée de vie. Soit regarder la télé, soit aller sur les réseaux sociaux, soit se regarder une série, soit être sur son ordinateur, soit, et ben, ce qu'il est en train de faire pour lui, c'est important. S'il pratique ces choses, peu importe pour quelle raison, c'est que lui, il y place de la valeur. Sinon, il ne les ferait pas.
En fait, nos actions prouvent, révèlent là où nous mettons notre valeur. Et bien sûr, c'est discutable. Il y en a certains qui se diront, bah non, ça c'est nul, ça c'est mieux. Ça... Voilà, après, le débat est lancé. Seul quelqu'un qui a perdu sa valeur passe son temps à essayer de la récupérer. Et dans ce domaine, on est tous concernés. Nous tous, les êtres humains, nous passons notre temps à essayer de récupérer notre valeur. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous sommes tous imparfaits. Et c'est une question que peut-être peu de personnes se posent. C'est vrai, on est imparfait, mais pourquoi sommes-nous imparfaits? Le but n'étant pas de rentrer dans un débat philosophique ni religieux, mais c'est vrai qu'on est imparfait. Et tous, nous reconnaissons cela. Personne ne peut nier que nous sommes tous imparfaits. Mais n'est-il pas vrai de dire que si nous sommes imparfaits, nous avons peut-être dû perdre notre perfection? Mais auprès de qui l'avons-nous perdu cette perfection? Si ce n'est auprès de Dieu. N'as-tu pas l'impression que si jamais nous sommes imparfaits, c'est-à-dire que nous avons perdu notre perfection, ben quelque part nous avons perdu notre valeur auprès de Dieu? C'est bien auprès de Dieu que nous avions cette valeur qui faisait de nous des personnes parfaites et du coup appréciées. Le fait d'avoir perdu cette perfection, nous avons perdu cette valeur auprès de Dieu. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle l'être humain passe son temps à essayer de s'en redonner de la valeur au travers de sa vie, au travers de ce qu'il met en place dans sa vie, ce qu'il recherche, ce qui est important pour lui. Et une chose que j'ai déjà dit dans une capsule, c'est souvent là où on a le plus souffert qu'on a tendance à y mettre de la valeur parce qu'on voudrait rétablir ce manquement, cette souffrance. On voudrait l'équilibrer, la compenser, tout simplement faire en sorte que ça soit l'inverse. Alors c'est sûr que nous vivons dans un monde où les championnats du monde, les coupes du monde de la gentillesse, de la bonté, de la bienveillance, ça n'existe pas. Nous vivons dans un monde où ça sera toujours moi je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus, mais jamais le plus dans les choses nobles, dignes, pures, justes, vraies, qui font du bien aux autres êtres humains. Ça n'existe pas. C'est toujours pour se mettre en avant soi-même, pour montrer qu'on a plus que l'autre, plus d'argent, plus de muscles, plus de beauté, plus de fesses, plus de seins, plus de propriété, plus de femmes, plus d'hommes, plus de succès vis-à-vis des hommes, plus de succès vis-à-vis des femmes, plus. C'est toujours que des choses matérielles et charnelles, mais très peu des choses humaines, des choses spirituelles, des choses qui vont permettre à l'être humain de s'améliorer, permettre à l'être humain de se grandir, de se sentir bien, d'être heureux, de se sentir bien dans ses baskets. Il n'y a pas de championnat du monde de ça. Ça n'existe pas. Alors tout ça pour dire que si jamais nous plaçons notre valeur sur des choses vraies, dignes, pures, justes, qui vont faire du bien à l'être humain, eh bien ne t'arrête jamais de le pratiquer. C'est véritablement à cela que je t'invite. Parce que tout simplement, le goût et les couleurs, effectivement, on ne peut pas les juger. Mais il y a des choses dans ce monde qui ne sont pas à faire et il y a des choses qui sont à faire. Si ces choses sont bonnes, pures, justes, vraies et qui vont faire du bien à notre prochain, eh bien, plaçons notre valeur dessus parce que nous savons pertinemment que même si on ne place pas la valeur de la même façon sur les autres choses, parce que ce sont des questions d'opinion, de point de vue, une chose sur laquelle nous pouvons placer notre valeur, c'est lorsque ça fait du bien à notre prochain. Merci d'avoir suivi cette capsule. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.